Après que mon fils m'a dit que je n'étais pas invité à Noël, je suis simplement monté dans ma voiture et je suis parti. 2 jours ont passé, et puis j'ai reçu 25 appels manqués. Quand mon fils m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je n'étais pas le bienvenu chez lui pour Noël, je n'ai pas discuté. J'ai simplement souri, je suis sorti jusqu'à ma voiture et j'ai passé un seul coup de téléphone. Au moment du Nouvel An, leur paiement d'hypothèque avait été coupé, et ce n'était que le premier acte d'un plan bien plus vaste. L'orgueil était allé trop loin, et j'avais l'intention de rétablir l'équilibre. Ce que j'ai choisi de faire ensuite est quelque chose que la plupart des gens n'attendraient jamais. Avant de continuer, veuillez vous abonner pour rester informé de nos dernières histoires. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Je pourrais faire ma dinde cette année, dis-je en m'enfonçant plus profondément dans le canapé en cuir de Daniel. Celle avec la farce à la sauge que ta mère adorait. Tu te souviens comme elle disait en plaisantant que c'était encore meilleur que la recette de sa grand-mère? Mes mots restèrent en suspens dans l'air, se mêlant à la douceur écœurante des bougies à la vanille hors de prix de Claudia. Daniel s'agita mal à l'aise à côté de moi. La lumière du sapin de Noël de 3 mètres se reflétait sur son alliance, et je remarquai la façon dont ses épaules se contractaient, comme s'il se préparait à recevoir un coup. Papa, je dois te dire quelque chose. Tu ne seras pas le bienvenu ici pour Noël cette année. La phrase me frappa en pleine poitrine comme un coup physique. Je clignai des yeux, convaincu d'avoir mal entendu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi ne serais-je pas le bienvenu dans la maison de mon propre fils? Daniel garda les yeux fixés sur la table basse en marbre, la même que je l'avais aidé à choisir le printemps dernier quand Claudia avait décrété que leurs vieux meubles n'étaient pas assez raffinés. Les parents de Claudia viennent, marmonna-t-il. Ils préféreraient que tu ne sois pas là. Mes mains devinrent glacées. Ils préféreraient. C'est leur décision, pas la tienne. C'est juste plus simple comme ça, papa, dit-il, sa voix diminuant à chaque mot. Tu sais comment est sa famille avec leurs traditions. Ils aiment que les choses soient faites à leur manière. Je regardais autour de la pièce, mes yeux absorbant chaque détail. Les rideaux en soie que j'avais payés quand Claudia s'était plainte du manque d'intimité. Le parquet en bois massif que j'avais acheté avec l'argent d'une 2e hypothèque. Les moulures au plafond qui avaient plafonné ma carte de crédit. Chaque recoin de cette maison était lié à moi. Mon travail, mes sacrifices, mon amour pour mon fils. À leur manière, répétai-je lentement. Et c'est quoi exactement, leur manière, Daniel? Il tressaillit comme si la question elle-même le piquait. Papa, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. À travers l'arche de la cuisine, j'aperçus le dernier jouet de Claudia, un mixeur Bosch flambant neuf, de qualité professionnelle, qu'il lui fallait absolument pour son obsession de la pâtisserie de Noël. $2200 de mon argent, posé là, inutilisé après peut-être 2 utilisations depuis octobre. Et où suis-je censé passer Noël, alors? Ma voix sortit plus douce que je ne l'avais prévu, presque brisée. Le visage de Daniel se tordit de culpabilité. Peut-être que tu pourrais rendre visite à tante Teresa, ou on pourrait le fêter le week-end d'après. Le week-end d'après. Comme si Noël n'était qu'un autre rendez-vous qui pouvait être reporté à un moment plus convenable. Je me levai lentement, mes genoux me faisant mal après des années à porter ces fardeaux. Je vois. Papa, attends, commença Daniel, mais je me dirigeais déjà vers la porte. Je passais devant les photos de famille sur le mur, chaque cadre me montrant m'effaçant de plus en plus à l'arrière-plan. Je passais devant le placard rempli des 1000 manteaux de Claudia. Ma main se referma sur la poignée froide et métallique de la porte. Sans me retourner, je dis, fils, dis aux parents de Claudia, Feliz Navidad. L'air de décembre me gifla le visage en sortant. Derrière moi, Daniel appela mon nom une fois, puis la porte se referma avec un léger clic final. Je restai assis dans mon camion un instant, le moteur éteint, fixant les lumières de Noël scintillantes des fenêtres derrière lesquelles je ne serais plus jamais invité. Mon téléphone vibra. C'était probablement Daniel qui essayait de recoller les morceaux avec des promesses creuses. Je l'ignorais. Au lieu de cela, je tournai la clé, le moteur vrombit et je m'éloignai de la maison que j'avais payée, mais dans laquelle je n'avais jamais vraiment eu le droit d'appartenir. Le chauffage cliquetait contre le froid de l'hiver alors que je traversais les rues familières. Riverban s'étendait autour de moi. Chaque pâté de maison portait les souvenirs de l'homme que j'étais. L'homme qui croyait que la famille passait avant tout, qui donnerait son dernier dollar juste pour voir son fils heureux. Cet homme était parti.
Il avait été un imbécile. Au feu rouge de la 14e et Maple, je regardais un jeune père charger des cadeaux de Noël à l'arrière de son SUV. Ses enfants pressaient leurs petits visages contre les vitres, embuant le verre d'excitation. Il fut un temps, c'était Daniel et moi. Avant Claudia, avant que je ne devienne rien de plus qu'un compte en banque avec des sentiments dont personne ne se souciait. Des chiffres se mirent à clignoter dans ma tête comme une machine à sous en panne. 3000 $ chaque mois pendant 5 ans. Même ma calculatrice avait abandonné quand j'avais fait le total le printemps dernier. Le résultat m'avait glacé. 180 000 $. Plus que ce que Sophia et moi avions jamais réussi à économiser pour notre retraite. Disparu. Simplement disparu. Le feu passa au vert. J'appuyai sur l'accélérateur plus fort que nécessaire, le camion rugissant comme s'il partageait ma colère. Maple Avenue. C'est là que j'avais refinancé notre maison, ma maison, la maison de Sophia, pour couvrir le rapport. Je pouvais encore voir l'expression de l'agent de crédit. De la pitié. Je n'avais pas compris à l'époque. Monsieur Moral, êtes-vous certain de cela? Vous mettez beaucoup en jeu pour l'investissement de quelqu'un d'autre. L'investissement de quelqu'un d'autre. Pas l'avenir de mon fils. Pas la sécurité de ma famille. Ce banquier avait eu raison. Il ne s'était jamais agi de moi. Il s'agissait de l'investissement de quelqu'un d'autre. Jefferson Avenue. C'était l'agence où j'avais contracté une deuxième hypothèque quand Daniel avait perdu son emploi 2 ans plus tôt. Juste temporaire, papa, m'avait-il dit. Juste le temps que je me remette sur pied. Je me souviens encore de Claudia se tenant derrière lui ce jour-là, un sac à main à 800 $ pendant à son bras, hochant la tête comme si elle s'en souciait. En réalité, elle calculait déjà jusqu'à quel point mon désespoir pouvait être exploité. Il s'avère que le désespoir n'a aucune valeur pour eux. Je me garais dans ma propre allée, celle avec le béton fissuré que je n'avais jamais eu l'argent de réparer parce que chaque centime disponible avait servi à maintenir en vie leur parfaite petite illusion de banlieue. La lumière du Porsche vacillait au-dessus de moi. Une autre réparation en attente. À l'intérieur, la maison semblait être une coquille vide sans le rire de Sophia, sans la chaleur des réunions de famille qui, je le savais, ne reviendraient jamais. Alors que je luttais avec les clés, mon téléphone sonna, sa sonnerie stridente rebondissant sur les murs creux. Le nom de Claudia brillait sur l'écran, appelant probablement pour justifier pourquoi je n'étais pas assez bien pour le goût raffiné de ses parents. Parfait. J'attendais cette conversation depuis 5 longues années. Je laissai sonner 3 fois, puis répondis à la 4e, juste pour qu'elle se demande si j'allais décrocher. Victor. La voix de Claudia suintait une fausse douceur, le même ton sirupeux qu'elle utilisait toujours pour me demander de couvrir leurs impôts fonciers ou leurs factures d'eau. J'ai entendu parler du petit malentendu avec Daniel. Malentendu, dis-je, m'appuyant contre mon comptoir de cuisine, le manteau toujours sur le dos. Il n'y a pas de malentendu, Claudia. Tu as été très claire. Écoute, je sais que ça semble dur, mais tu dois voir les choses du point de vue de mes parents. Ils sont très traditionnels. Ils attendent une certaine atmosphère pendant les fêtes. Une certaine atmosphère, répétai-je. Et quel genre d'atmosphère serait-ce? Silence. Je pouvais entendre des sacs de courses bruire derrière elle, probablement remplis de choses achetées avec de l'argent qui aurait dû aller à leur hypothèque. Mon argent. Eh bien, ils ne sont pas habitués à ton style de cuisine. Toute cette nourriture mexicaine épicée. La musique, et, Victor, ce sont des gens instruits. Ils s'attendent à des conversations sur l'art, la littérature, les événements mondiaux. Les mots atterrirent plus durement que n'importe quelle gifle. 8 ans à me taire, à avaler ces petites insultes pour le bien de Daniel, à ignorer la façon dont elle me regardait comme si j'étais un domestique. Mon genre de cuisine, dis-je d'un ton égal. Tu veux dire les repas que tu as mangés tous les dimanches pendant 3 ans quand les temps étaient durs? Les tamales dont tu jurais qu'ils te rappelaient ta grand-mère? C'était différent, lança-t-elle. Nous l'apprécions à l'époque, mais maintenant, avec mes parents. Maintenant, avec tes parents, tu ne peux pas avoir un paysan mexicain qui t'embarrasse à ta précieuse table. Sa douceur disparut. Ne sois pas dramatique, Victor. Ce n'est pas une question de race. C'est une question de classe. Mon père est diplômé summa cum laude de l'université de Stanford. Ma mère parle 4 langues. Ils passent leurs étés à Malibu. Que ajouterais-tu à la conversation?
Des histoires sur la pose de carrelage? La chaleur monta dans ma poitrine, mais je gardai un ton calme. J'ai bâti une entreprise à partir de rien après le décès du grand-père de ton mari. J'ai donné du travail à plus de 50 personnes. J'ai payé plus d'impôts que ton père n'en a gagné dans sa meilleure année. L'argent n'est pas tout, Victor. Le lignage compte. L'éducation compte. Et franchement, Sophia savait mieux rester à sa place que toi. La ligne devint silencieuse. Elle avait franchi une limite dont je n'avais même pas réalisé l'existence jusqu'à ce moment. Qu'est-ce que tu viens de dire sur ma femme? Je dis seulement qu'elle savait se fondre dans la masse. Elle ne causait pas de problème. Elle acceptait que certains espaces n'étaient pas faits pour elle. Ma prise sur le téléphone se resserra jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Sophia avait plus de classe dans un seul doigt que tout ton arbre généalogique réuni. Oh, s'il te plaît. Ce n'était qu'une femme de ménage qui a eu de la chance. Au moins, elle était assez intelligente pour se taire à ce sujet. Claudia, dis-je, ma voix tombant dans un ton froid et inconnu, même pour moi. Écoute attentivement. Cette conversation est terminée. Nous avons fini de prétendre que nous sommes une famille. Tu ne peux pas juste. Nous avons fini, répétai-je et je raccrochai. Je posai doucement le téléphone sur le comptoir, surpris de la fermeté de mes mains. La cuisine semblait différente maintenant. Plus petite, oui, mais plus légère, comme si l'air lui-même avait été purifié. Je me dirigeai vers mon bureau dans le coin et sortis le dossier en manille que j'évitais depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient les archives, les relevés bancaires, les documents hypothécaires, une trace écrite de mes propres erreurs. 5 ans de paiements automatiques qui m'avaient vidé pendant qu'ils vivaient comme des rois. Il était temps d'arrêter l'hémorragie. Je déposai les papiers sur la table comme des preuves dans une salle d'audience. Chaque mois racontait la même histoire. 2800 $ retirés de mon compte le 15, versés directement sur le leur. Le total était un monument à ma propre bêtise. Première année, 36 000 $. Deuxième année, encore 36 000 $. La troisième année, j'avais arrêté d'acheter de nouveaux vêtements. La quatrième, je faisais mes courses dans des supermarchés discount. La cinquième, je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuète pour le déjeuner pour rester à flot. 180 000 $. Et cela n'incluait même pas l'apport. Ni les fois où j'avais couvert leurs factures quand les virées shopping de Claudia devenaient incontrôlables, ni le toit que j'avais payé, ni l'aménagement paysager, ni les meubles qu'ils insistaient être essentiels. Je m'adossai à ma chaise et fixai les chiffres jusqu'à ce qu'ils se brouillent. L'assurance vie de Sophia, mes économies pour la retraite, même le fonds d'études que nous avions autrefois mis de côté pour les petits-enfants que je réalisais maintenant ne jamais rencontrer. Tout, jusqu'au dernier centime, était parti. Versé dans une maison où je n'étais même pas le bienvenu pour partager un repas de Noël. Je pris mon téléphone, fis défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro de la banque, et appelai. Un système automatisé Poly m'accueillit, offrant des options en anglais et en espagnol. Quelle délicatesse, pensais-je, si accueillant pour les gens comme moi. Service client, ici Mélissa. Comment puis-je vous aider? Je dois annuler un virement automatique, dis-je, ma voix plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. Certainement, monsieur. J'aurais juste besoin de votre numéro de compte et de quelques informations de vérification. Je l'ai récité de mémoire, écoutant le son de sa frappe. Professionnel, efficace, sans jugement dans son ton sur la raison pour laquelle un homme de 63 ans annulait ce qu'elle reconnaissait sûrement comme le paiement de l'hypothèque de son fils. Je vois le virement, monsieur Moral. 3 000 $ chaque mois à la Bank of America. Compte se terminant par 7423. Il semble que vous effectuez ces paiements depuis 5 ans. Le chiffre me piqua. 5 ans. Je confirme. Et vous souhaitez annuler avec effet immédiat. Je jetai un coup d'œil à ma cuisine. La cuisinière démodée, la peinture écaillée, le courant d'air qui s'infiltrait par les fenêtres que je n'avais jamais pu me permettre de remplacer parce que tout mon argent était allé dans leur maison de rêve. Oui, dis-je. Avec effet immédiat. C'est fait. Le virement a été annulé. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? Non. Le mot sortit net, propre. C'était mieux que ce que j'avais prévu. Non, c'est tout. Je raccrochai et le silence emplit la pièce. Dehors, l'obscurité commençait déjà à s'installer sur Sacramento.
Des lumières de décembre brillaient aux fenêtres où des familles se réunissaient sans jugement, sans condition. Pour la première fois en 5 ans, mon budget allait enfin s'équilibrer. Pour la première fois depuis la mort de Sophia, je pouvais envisager de réparer la lumière du Porsche, d'acheter de vraies provisions, peut-être même de faire un petit voyage. Je rassemblais la pile de relevés et de papiers hypothécaires. La preuve physique de la manière dont je m'étais saigné pour eux. Je la portais jusqu'à la cheminée, allumais une allumette et nourris les flammes. Des années de sacrifices réduites en cendres. La chaleur sur mon visage était plus agréable que tout ce que j'avais ressenti depuis longtemps. Mon téléphone vibra avec un texto. Probablement Daniel avec des excuses creuses ou Claudia exigeant de l'argent pour quelque chose d'essentiel comme des coussins. Je ne pris pas la peine de regarder. Au lieu de cela, j'ouvris le bon whisky que je gardais pour une célébration qui n'est jamais venue. Ce soir était suffisant. Je me versai un verre, le levai vers la photo de Sophia sur le manteau de la cheminée, vers l'homme que j'étais et l'homme que je devenais. Joyeux Noël à moi, dis-je à haute voix. Et pour une fois, je le pensais. Le lendemain matin se leva, vif et lumineux. La lumière du soleil d'hiver entrait à flot par les fenêtres de ma cuisine alors que je savourais ma deuxième tasse de café. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas de calcul dans ma tête sur ce qui devait disparaître de mon compte dans 3 jours. Cette liberté avait un meilleur goût que le riche mélange colombien que je m'étais enfin autorisé à acheter. À exactement 10h47, mon téléphone sonna. Le nom de Claudia brillait sur l'écran comme un panneau de danger. Victor. Sa voix portait cette fine impatience qu'elle ne pouvait jamais cacher. Il faut que tu ailles chercher mes parents à l'aéroport international de San Francisco. Leur vol de Los Angeles atterrit à 14h30. Je posai ma tasse avec précaution, regardant la vapeur monter en spirale. Claudia, as-tu oublié ce dont nous avons parlé hier? Quoi que ce soit, dit-elle vivement, passons à autre chose. Nous devons nous occuper de questions pratiques. Mes parents ont besoin qu'on les conduise, et tu es le seul de libre pendant la journée. L'audace était presque impressionnante. Moins de 24 heures et demie après m'avoir dit que je n'étais pas le bienvenu à leur table de Noël, elle me demandait de faire le chauffeur pour sa famille. Et pourquoi me le demandes-tu, dis-je tranquillement. Parce que c'est ce que fait la famille, Victor. Ils s'entraident. Son ton se durcit. Et puis, soyons honnêtes, tu n'es pas mon rival. Tu es trop faible pour être mon rival. Alors, monte dans ton camion et va les chercher. La voilà. L'insulte glissait habilement dans un ordre. Quelle compagnie aérienne, demandai-je calmement. Delta Airlines, vol 519. Ils seront au carrousel à bagages 4. Et Victor, ils s'attendent à quelqu'un qui puisse manipuler leurs bagages correctement. Ne nous embarrasse pas. Je pouvais entendre ses ongles taper contre une surface dure, probablement le comptoir en granit que j'avais payé quand elle avait décrété que le stratifié était indigne d'elle. Bien sûr, dis-je d'un ton égal. Je m'occuperai de tout. Bien. Et mets quelque chose de décent. Peut-être cette chemise bleue que tu portais à la remise de diplôme de Daniel. Il remarque les détails. La ligne se coupa. Pas même un merci. Je me rassois dans ma chaise, fixant l'écran vide. 14h30 vol 519. Carrousel à bagages 3. Je levai les yeux vers l'horloge au-dessus de mon évier. 11h05 largement le temps. Je me versai une autre tasse de café, ajoutai plus de sucre que d'habitude, et ouvris le journal aux mots croisés de la veille. C'est horizontal. Gratification différée. 12 lettres. La réponse finirait par me venir. À 14h35 cet après-midi-là, j'étais confortablement assis dans mon fauteuil préféré avec une tasse fraîche de thé Earl Grey et l'édition du dimanche du San Francisco Chronicle. Les mots croisés de la veille reposaient sur la table à côté de moi, déjà résolus. Gratification différée, disait l'indice. La réponse était ajournement. Mon téléphone vibra sur la surface en bois. Le nom de Claudia illumina l'écran. Je le laissai sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. La lumière du soleil de décembre inondait mes fenêtres, réchauffant le même salon où j'avais passé d'innombrables soirées à calculer ce que ma générosité m'avait coûté. Mais aujourd'hui, ce calme semblait différent, mérité, intentionnel. À 14h55, le téléphone s'illumina à nouveau. Cette fois, un aperçu de texto apparut. Papa, où es-tu? Mes parents sont.
Je retournai le téléphone face contre table et me replongeai dans la page des sports. Les Seahawks avaient encore perdu. Certaines choses ne changent jamais. À 15h40, le téléphone avait sonné 6 fois de plus. Pendant ce temps, j'avais lu chaque page du journal, préparé une deuxième théière, et même nettoyé le tiroir à bric-à-brac de ma table de cuisine. C'est fou tout ce qu'on peut faire quand on ne court plus les commissions pour des gens qui vous voient comme leurs serviteurs. À 15h55, le téléphone sonna une fois de plus, mais cette fois c'était un numéro inconnu. Probablement ses parents empruntant le téléphone de quelqu'un d'autre à l'aéroport. J'ignorais celui-là aussi. Par la fenêtre, je vis mon voisin démêler des guirlandes de Noël, ses enfants se poursuivant dans le jardin, leur souffle s'échappant comme de la fumée dans l'air froid. Une famille normale vivant un après-midi normal. Personne bloqué dans un aéroport se demandant pourquoi son chauffeur ne s'était jamais présenté. À 16h15, le bourdonnement était devenu incessant. Claudia, puis le numéro mystère, puis de nouveau Claudia. C'était comme un frelon en colère se cognant contre une vitre. J'entrai dans la cuisine, débranchai le cordon du téléphone fixe du mur, et éteignis complètement mon téléphone portable. Silence. Magnifique. Un silence total. Je me fis un sandwich au fromage grillé et ouvris une conserve de soupe à la tomate. De la nourriture simple que je ne m'étais pas offerte depuis des mois parce que chaque dollar d'épicerie avait été siphonné pour maintenir en vie leur illusion de richesse. Le pain dora parfaitement dans la poêle, le fromage fondit en une couleur dorée, et la soupe fuma dans ma tasse préférée. Dehors, le soleil commençait déjà à baisser, peignant de longues ombres d'hiver dans le jardin. Quelque part à travers Sacramento, 3 personnes très prétentieuses se disputaient probablement le prix d'un taxi, furieuses que leur chauffeur personnel les ait laissées en plan. Cette pensée rendit le sandwich encore meilleur. À 17h, j'avais mangé, chargé le lave-vaisselle, et je choisissais un film. Cela faisait des années que je n'avais pas eu une soirée entière à moi sans la peur constante d'une demande d'urgence ou d'un appel désespéré pour de l'argent. J'étais sur le point d'attraper la télécommande quand les coups commencèrent. Pas des toquements, des coups, un martèlement furieux et lourd qui faisait trembler le cadre de la porte. Je posai mon thé et marchai lentement vers le bruit, déjà certain de savoir qui attendait. Les coups devinrent plus forts à mesure que j'approchais de la porte, chaque coup vibrant à travers le bois. En regardant par le Judas, je vis 3 silhouettes entassées sur mon porche, leur colère pressée contre ma maison comme une tempête. J'ouvris la porte. Le visage de Richard Morgan était rouge et furieux, à quelques centimètres du mien. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, bon sang » cria-t-il, entrant en trombe dans mon salon sans la moindre politesse. Nous avons attendu à ce foutu aéroport pendant plus de 3 heures. Sa femme, Eleanor, suivait de près. Sa coiffure soignée était en désordre. Et ses lèvres étaient pincées en une ligne dure de désapprobation. C'est une honte, Victor. Complètement honteux. Un tel comportement de la part de quelqu'un de votre âge. Barbare. La dernière à entrer fut Claudia. Manteau froissé, maquillage bavé, la fureur irradiant d'elle comme la chaleur de l'asphalte. Tu nous as humiliés. Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Mes parents ont dû dépenser $40 pour un taxi parce que toi. Sortez de ma maison. Ma voix trancha net à travers leurs cris, net et final. Ils se figèrent. Richard cligna des yeux. Excusez-moi. Son visage passa du rouge au violet. Vous n'êtes pas en position de faire des exigences après le coup que vous avez monté. Pas ici. C'est ma maison, dis-je tranquillement, mes pieds plantés près de la porte. Et je veux que vous sortiez maintenant. Eleanor s'avança, ces mots dégoulinant du genre de supériorité qu'elle avait perfectionné au fil de décennies à mépriser les gens comme moi. Victor, vous ne comprenez clairement pas les conséquences de ce que vous avez fait. Mon mari a des relations, des liens d'affaires, des liens sociaux. Vous ne pouvez pas traiter des gens de notre rang de cette manière et vous attendre. C'était une leçon, l'interrompis-je, soutenant son regard sans ciller. Une leçon sur votre arrogance, sur la façon dont vous traitez les gens que vous croyez être inférieurs à vous. La mâchoire de Claudia tomba. Une leçon? Pour qui vous prenez-vous pour nous faire la morale? Vous n'êtes personne. Vous êtes. Je suis l'homme qui a finalement cessé d'être votre compte en banque et votre chauffeur de taxi. Je m'écartai et poussai la porte grande ouverte. La leçon est terminée. Vous pouvez partir maintenant. Richard pointa un doigt vers ma poitrine, mais s'arrêta juste avant de me toucher. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire,
le vieux. Je suis dans cette ville depuis plus longtemps que vous n'y respirez. J'ai des gens importants, le genre qui peut vous rendre la vie misérable. Est-ce une menace, monsieur Jenkins, demandai-je d'un ton égal. Ses yeux se plissèrent. Non, c'est une promesse. Sa voix se fit rauque. Vous pensez que vous pouvez abandonner des personnes âgées dans un aéroport et vous en tirer comme ça? Vous êtes sur le point de découvrir à quel point vous avez tort. Eleanor hocha vivement la tête, son sourire aussi froid que du verre. En effet, les choix ont des conséquences, Victor, et les vôtres seront très publiques. Claudia tira sur la manche de son père. Papa, laisse tomber. Il est pathétique. Il ne vaut pas notre temps. Ils sortirent comme des soldats se retirant d'une bataille perdue. Mais Richard se retourna à la porte, son regard me brûlant. Vous le regretterez, siffla-t-il. Comptez là-dessus. Je fermai la porte derrière eux et verrouillai le pen dormant avec un clic qui semblait final, solide. À travers le rideau, je les regardais s'entasser dans leur voiture de location, se chamaillant encore alors qu'ils s'éloignaient dans la nuit d'hiver. L'air dans la maison semblait plus léger sans eux, comme si leur présence avait laissé un film sur tout, qui ne se dissipait que maintenant. Mais leurs mots persistaient dans le silence. Conséquences publiques, relations, gens importants. Je retournai au salon, pris ma tasse de thé, encore chaude. Un instant, je ressentis une lueur d'inquiétude, mais elle fut rapidement noyée par quelque chose de plus vif. L'anticipation. 3 jours plus tard, j'étais à la table de ma cuisine avec mon café du matin quand mon propre visage me dévisagea depuis la page 4 du San Francisco Chronicle. Le titre disait « Un homme d'affaires de Sacramento abandonne un couple de personnes âgées à l'aéroport pendant une tempête hivernale ». Mes mains se figèrent autour de la tasse. J'étais là, en noir et blanc granuleux, une vieille photo tirée du site web de mon entreprise, datant d'au moins 5 ans. En dessous, un article qui me glaça le sang même si ma colère commençait à monter. Richard et Eleanor Morgan, en visite à Sacramento chez leur fille pour Noël, ont été bloqués à l'aéroport international de San Francisco pendant plus de 4h30 dimanche lorsque Victor Morale, un membre de la famille, n'est pas venu pour un ramassage préarrangé. Le couple, tous deux dans la fin de la cinquantaine, a enduré cette épreuve alors qu'une alerte à la tempête hivernale était émise pour la région. Une alerte à la tempête hivernale. La température ce jour-là était de 13 degrés Celsius et ensoleillée. Nous n'arrivions pas à croire que quelqu'un puisse nous abandonner comme ça, était cité Richard. Nous l'avons appelé encore et encore, mais Monsieur Morale nous a ignorés. Finalement, nous n'avons eu d'autre choix que de payer un taxi coûteux par un temps dangereux. À notre âge, être traité de cette manière n'est pas seulement inconsidéré, c'est dangereux. L'article continuait, rempli d'insinuations sur mon comportement soi-disant erratique et de rumeurs sur ma stabilité mentale. Richard s'était présenté, lui et Eleanor, comme des victimes impuissantes d'un vieil homme instable qui avait craqué sans avertissement. Aucune mention du refus pour le dîner de Noël. Aucune allusion aux exigences de Claudia. Pas un mot sur les années d'hémorragie financière. Juste moi, le méchant de l'histoire. Le vieil homme cruel qui avait abandonné 2 personnes vulnérables dans un blizzard qui n'a jamais eu lieu. Je posai mon café et relus l'article. Puis une 3e fois, plus lentement. La signature était de Linda Harper, rédactrice en chef du service Art de Vivre. Je ne reconnaissais pas le nom, mais je reconnaissais la manœuvre. Richard s'était appuyé sur son réseau bancaire, avait demandé des faveurs, et s'était assuré que cette histoire atterrisse exactement là où elle me ferait le plus mal. C'était intelligent, je devais l'admettre. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je ressentis une once de respect. Ils n'étaient pas seulement des parasites gâtés faisant des crises de colère. Ils étaient calculateurs, stratégiques. Ils savaient que la réputation était une monnaie d'échange dans une ville comme Sacramento. Un article dans la bonne section du journal pouvait défaire des décennies de travail. Ce n'était plus un drame familial mesquin. C'était la guerre ouverte. Je pliai soigneusement le journal et le mis de côté. Mon esprit passa dans le même mode qui avait bâti mon entreprise à partir de rien. Délibéré, méthodique, concentré. Il ne s'agissait plus de dîner de Noël ou d'hypothèques impayées. Il s'agissait de survie et de victoire. J'ouvris mon ordinateur portable. Richard Morgan, Eleanor Morgan, Claudia Morale. Un par un, je tapais leurs noms dans les moteurs de recherche, affichant leurs profils, leurs photos, leurs empreintes numériques. Connexion, habitude, faiblesse.
Chaque détail imprudent qu'ils avaient jamais laissé en ligne devenait maintenant une munition. S'ils voulaient jouer aux échecs, je leur montrerais à quoi ressemblait un vrai joueur. Je jetai un coup d'œil au calendrier mural. 18 décembre, 7 jours avant Noël. 7 jours pour concevoir une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Pendant les 3 jours suivants, je vécus dans un état d'esprit différent. Non pas comme Victor Moral, l'homme fini que ma famille avait rejeté, mais comme Victor Moral, l'homme d'affaires, le stratège, le survivant qui s'était battu pour s'en sortir une fois et pouvait le faire à nouveau. L'ordinateur portable devint ma salle de guerre. Les onglets du navigateur s'étalaient comme des cartes dans une partie à enjeux élevés. Richard Morgan, Eleanor Morgan, Claudia Moral, et bientôt chaque secret qu'ils avaient laissé à découvert serait à moi. Richard Morgan, directeur à la retraite de la Pacific Trust Bank, trésorier du réseau des entrepreneurs de la côte Pacifique, membre de longue date de l'Evergreen Country Club, un homme qui avait bâti son identité sur la confiance et l'influence, un homme avec une réputation à protéger et beaucoup à perdre. L'Instagram d'Eleanor racontait sa propre histoire bien léchée. Déjeuner de charité, dégustation de vin organisé, photos de vacances brillantes le long du lac Tao avec la mention #Viedebeny. Chaque photo mise en scène pour rayonner de raffinement. Chaque légende conçue pour attirer les compliments. Des amis s'alignaient dans les commentaires pour louer son goût impeccable, son style de vie inspirant. Tout cela financé par les portefeuilles d'autres personnes, y compris le mien. Le Facebook de Claudia était encore plus révélateur. Des photos légendées, notre belle maison, avec la cuisine que j'avais payée en arrière-plan. Des enregistrements dans des restaurants hors de prix pendant les mois même où je couvrais leurs factures de service public. Une mise à jour de statut de la semaine dernière attira mon attention. Tellement excité pour le dîner de Noël en famille. Hâte de montrer nos talents d'hôtes. Nos talents d'hôtes, notre maison, notre succès. Le narcissisme était stupéfiant. Mais c'est le LinkedIn de Daniel qui boucla la boucle. Son activité récente montrait une toute nouvelle connexion, Linda Harper, rédactrice en chef du service Art de vivre au San Francisco Chronicle. La même Linda Harper qui avait écrit l'article à charge traînant mon nom dans la boue. Je m'adossai à ma chaise, fixant les onglets ouverts sur mon écran. Ils avaient fait 3 erreurs fatales. Premièrement, ils m'avaient complètement sous-estimé. Deuxièmement, ils avaient rendu leur attaque publique, ce qui me donnait toute latitude pour rendre ma réponse publique. Troisièmement, ils avaient chroniqué toute leur existence privilégiée en ligne, me livrant une archive parfaite de leur hypocrisie. Je cliquai sur le profil de Linda Harper. 44 ans, diplômée en journalisme de l'université de Stanford, 16 ans dans de petits journaux locaux, aucune expérience dans la banque, aucun lien avec la finance. Ce qui signifiait que Richard l'avait contacté, probablement par l'un de ses anciens contacts professionnels. Une recherche rapide dans les annuaires professionnels de Sacramento le confirma, 2 relations mutuelles entre Richard Morgan et le rédacteur en chef de Linda. L'article diffamatoire n'était pas arrivé par hasard. Il avait été placé délibérément, soigneusement. Mais c'était encore du travail d'amateur. J'ouvris un document vierge, non pas pour écrire une réfutation de leurs mensonges, mais quelque chose de mieux, une arme. Je commençai à construire une chronologie. 5 ans de preuves. Relevés bancaires, reçus, chèques annulés. L'apport pour leur maison, 50 000 $ tirés de mon prêt sur valeur domiciliaire. La rénovation de la cuisine quand Claudia a exigé des comptoirs en granit, 20 000 $ directement sur ma carte de crédit. 60 paiements d'hypothèque consécutifs, 2800 $ chacun. 180 000 $. Un quart de million et ce n'est pas fini. Et j'avais chaque bride de cela par écrit. Au cours des 10 dernières années, j'avais donné plus de moi-même que je ne l'aurais jamais cru possible. Alors, quand mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu, presque certainement Claudia essayant une autre ruse, je l'ignorais et continuais à travailler. À la tombée de la nuit, j'avais un dossier en manille si épais qu'il pourrait étouffer un cheval. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des reçus et des photographies tirées directement de leurs propres réseaux sociaux. Chaque achat brillant qu'ils avaient paradé en ligne, tous payés avec mon argent. Niché dans la pile se trouvait une copie imprimée de l'article de journal. Mais gribouillé au stylo rouge dans les marges, dénonçant chaque mensonge, chaque demi-vérité, chaque omission. Sur le calendrier mural, le 24 décembre était encerclé. Non pas à cause de Noël, mais parce que c'était la date parfaite pour la justice. Selon les événements Facebook de Claudia, ils organisaient un dîner de Noël pour 12 amis,
voisins, des gens de leur cercle social. Le genre même de public qui croyait chaque mot du San Francisco Chronicle. Ils entendraient la vérité ce soir. Je fermai l'ordinateur portable et pris mon vieil appareil photo, celui que j'utilisais autrefois pour documenter les projets de construction de mon entreprise. Demain, il servirait à un autre but, enregistrer des preuves d'un autre genre. Le matin du réveillon de Noël arriva, gris et amer, une journée d'hiver typique de Sacramento. Dommage que je ne sois le bienvenu à aucune table familiale, mais j'avais mes propres plans. Je disposais mes preuves comme si j'étais un procureur préparant un procès. Relevés bancaires triés par année, paiement d'hypothèques surlignés en jaune, reçus empilés dans l'ordre montrant comment mon argent avait nourri leur style de vie, photos imprimées des bijoux de Claudia, de leurs vacances, même des décorations de Noël maintenant accrochées dans la maison même que j'avais maintenue à flot. Je fis 14 paquets identiques, un pour chaque invité. L'article de journal allait dessus, mes notes rouges visibles, mensonge, à côté de l'histoire dramatique de la tempête de Richard, faux, à côté de l'affirmation de mon comportement erratique, contexte manquant, écrit là où ils avaient commodément effacé 5 ans de mon soutien financier. Puis je m'habillai pour l'occasion, mon meilleur costume bleu marine, celui que j'avais porté à l'enterrement de Sophia. Ce soir, ce n'était pas un enterrement pour elle. C'était un adieu à l'homme que j'avais été, l'homme qui s'était laissé marcher sur les pieds. Ce soir, j'étais quelqu'un de différent, quelqu'un qui exigeait le respect. À 18h45, je glissai les paquets dans ma mallette et conduisis jusqu'à Brookside Heights. Leur maison brillait comme une carte postale. Les voitures s'entassaient dans l'allée et le long de la rue. À travers les fenêtres, je pouvais voir les silhouettes des gens à la table à manger. Claudia riait, jouant le rôle de l'hôtesse parfaite dans la maison que mon argent avait construite. Je me garai de l'autre côté de la rue, vérifiai ma montre. 19h exactement. Dîner en cours. Plat principal servi. Pas d'échappatoire pratique. La porte d'entrée était déverrouillée. Bien sûr qu'elle l'était. Claudia se vantait toujours de la sécurité de son quartier. Contrairement aux endroits où j'avais grandi. J'entrai. La chaleur me frappa le visage avec le son des rires et des verres qui tintent. Mais chérie, ce n'est pas comme ça que notre famille fait les choses. La voix d'Eleanor flotta depuis la salle à manger, suivie d'une salve de rire. Notre famille. La même famille dont ils avaient tant travaillé pour m'exclure. J'entrai, ma mallette à la main. 12 têtes se tournèrent. Les conversations se figèrent en plein milieu. Le verre de Claudia s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Daniel devint blême. Richard et Eleanor semblaient avoir vu un fantôme. « Bonsoir », dis-je calmement, posant ma mallette sur le buffet en marbre. « J'espère que ça ne vous dérange pas si je me joins à vous pour Noël. » Claudia sortit de son choc la première. « Victor, c'est complètement inapproprié. Tu dois partir maintenant. » En fait, dis-je, ouvrant ma mallette et sortant la première pile, je pense que vos invités méritent de savoir qui a vraiment payé pour cette célébration, cette maison, ce dîner, ce style de vie que vous exhibez. Une femme que je ne reconnus pas, probablement une des amies de charité d'Eleanor, se pencha en avant. Qu'est-ce qu'il veut dire, Claudia? Il fait une sorte de crise, dit rapidement Claudia. Daniel, appelle quelqu'un. Mais je me déplaçais déjà autour de la table, plaçant des paquets devant chaque personne. Voici les relevés bancaires, dis-je d'un ton conversationnel, comme si je discutais de la météo. 5 ans de soutien, 168 000 $ rien qu'en paiement d'hypothèque, plus l'apport, les rénovations, les meubles, les appareils électroménagers, tout ce que vous voyez autour de vous. La pièce tomba dans un silence stupéfait, rompu seulement par le bruit des papiers qui bruissaient. 12 paires d'yeux parcouraient les documents. Leurs visages changèrent, la surprise se fondant en incrédulité, puis en quelque chose de tout à fait différent. C'est. Commença un homme, puis s'arrêta, fixant les chiffres surlignés. Scandaleux, termina une femme en face de lui. Claudia, pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça? Son masque d'hôtesse parfaite se fissurait. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Victor a proposé de nous aider. Nous n'avons jamais demandé. En fait, intervins-je, glissant l'article de journal sur la table, parlons de ce que vous avez demandé et de ce que vous avez dit aux médias à mon sujet. La pièce sembla se refroidir. Je distribuai des copies de l'article, regardant les invités reconnaître la photo peu flatteuse de moi qui avait été étalée en page 4 quelques jours auparavant. Maintenant, dis-je, ma voix calme et délibérée,
discutons des vrais manipulateurs dans cette famille. Le teint de Richard passa du rouge au gris pâle. Eleanor était assise, raide, son verre de vin suspendu, oublié, dans sa main. Monsieur Jenkins ici présent, continuai-je en tapotant l'article, a utilisé ses anciennes relations bancaires pour placer cette histoire. Remarquez comment je suis dépeint comme instable et dangereux, un vieil homme cruel qui a abandonné des seniors sans défense par un temps glacial. Un homme aux cheveux gris dans un pull sur mesure leva les yeux de l'imprimé. Richard, qu'est-ce qui se passe ici? Le temps ce jour-là était de 13 degrés Celsius et ensoleillé, répondis-je avant que Richard ne puisse ouvrir la bouche. Et ils n'étaient pas des touristes bloqués. C'étaient les parents de Claudia se rendant à un dîner de Noël auquel il m'était interdit d'assister parce que je n'étais pas assez bien. Eleanor balbutia. Ce n'est pas. Nous n'avons jamais dit. Vous n'avez jamais dit quoi, Eleanor? Je brandis mon téléphone, faisant défiler des captures d'écran des publications de Claudia. Que ma nourriture était trop bas de gamme pour tes parents? Que ma cuisine mexicaine et mes conversations d'ouvriers vous embarrasseraient devant vos amis instruits? Une des compagnes de charité d'Eleanor s'agita mal à l'aise. Eleanor, sûrement que vous n'avez pas. Il déforme les choses, lâcha Richard, mais sa voix vacilla. Cet homme est instable. Il est sous pression. Des problèmes financiers. Des problèmes financiers? J'ai failli rire. Je donne à votre fille et à votre gendre près de 3000 $ chaque mois depuis 5 ans. Les seuls problèmes financiers dans cette pièce sont ceux auxquels vous allez bientôt être confrontés. Je me tournai vers toute la table. Ces gens m'ont saigné de plus de 250 000 $ tout en m'insultant, tout en montant mon propre fils contre moi. Et quand j'ai finalement dit non, ils ont essayé de me salir dans le journal. Daniel parla enfin, sa voix mince. Papa, je n'étais pas au courant pour le journal. Ta femme le savait, dis-je d'un ton égal. Ses parents l'ont arrangé. Ils ont fait de moi un méchant parce que j'ai refusé d'être leur chauffeur et leur banque. Je pouvais sentir l'humeur changer, comme des plaques tectoniques grinçant sous la surface. Les visages autour de la table se durcirent alors que la vérité s'installait. C'est une honte, dit une femme âgée en perles, regardant les relevés bancaires surlignés. Richard, comment as-tu pu laisser ta fille exploiter la gentillesse de cet homme, puis traîner son nom dans la boue quand il a arrêté? Richard tenta de reprendre le contrôle. Vous ne comprenez pas toute la situation. Je comprends parfaitement, lança-t-elle. Il a soutenu votre famille pendant que vous le traitiez comme un serviteur. Et quand il a arrêté, vous avez essayé de le détruire. La voix d'Eleanor se brisa. Il nous a abandonnés à l'aéroport. Après que vous m'ayez dit que je n'étais pas le bienvenu au dîner de Noël, dis-je calmement. Après 5 ans à payer vos factures, pendant que vous méprisiez mes origines et mon éducation. Un silence lourd comme une pierre tomba. 12 paires d'yeux fixés sur Richard et Eleanor, remplis de dégoût, de pitié et de honte. Claudia tenta une dernière manœuvre. Tout le monde, s'il vous plaît. C'est une affaire de famille privée. Non. Ma voix trancha net. Cela a cessé d'être privé quand vous m'avez traîné dans le journal. Quand vous avez décidé que ma réputation était une monnaie d'échange acceptable pour votre arrogance. Je voulais que chaque personne ici connaisse la vérité avant de lire à nouveau sur moi. Parce qu'ils liront à nouveau sur moi. Mais la prochaine fois, ce sera la vraie histoire. Je fermai ma mallette et redressai ma cravate. Profitez bien du reste de votre dîner. C'est le dernier que je paierai. Je me dirigeai vers la porte alors que la pièce derrière moi éclatait. Les voix s'élevaient, les questions fusaient, leur façade parfaite s'effondrant sous son propre poids. Pour moi, c'était la plus douce musique de Noël que j'ai jamais entendue. La lettre arriva un mardi matin de mars, envoyée en recommandé. Je signai pour elle sur mon porche. L'air printanier portait l'odeur de nouveau départ au lieu du désespoir froid de décembre. Avis de défaut de paiement. À l'intérieur, les chiffres racontaient l'histoire. 3 mois de paiement d'hypothèque impayés avaient rattrapé Daniel et Claudia. 9 000 $ de retard. 14 jours pour régler la situation ou faire face à une saisie de la maison que je les avais aidés à acheter. Je mis la lettre de côté et sirotai mon café, la lisant comme on lirait un article sur une tempête à l'autre bout du pays. Intéressant, mais plus mon problème. Le téléphone bourdonnait depuis des semaines d'appels désespérés. Le numéro de Claudia était bloqué après son premier message vocal strident. Richard et Eleanor,
dont le statut social à Sacramento s'était évaporé comme de la brume après le fiasco du dîner de Noël. Et Daniel, mon fils. J'avais ignoré ses appels aussi, moitié par colère, moitié pour voir combien de temps il lui faudrait pour ravaler son orgueil. La réponse fut 100 jours. C'était un jeudi soir quand j'entendis frapper. Daniel se tenait sur mon porche, non pas l'homme soigné qui m'avait dit un jour que je n'étais pas le bienvenu à sa table de Noël, mais quelqu'un d'usé, des années plus vieux qu'il n'aurait dû paraître. Des cernes sombres creusaient ses yeux. Son costume sur mesure était froissé, sa peau grise de fatigue. Le désespoir lui collait à la peau comme un parfum bon marché. « Papa, dit-il quand j'ouvris la porte. Il faut qu'on parle. » Je m'écartai. Il entra lentement, regardant ma maison comme s'il la voyait pour la première fois. Les nouveaux meubles que j'avais achetés avec mon premier salaire sans hypothèque. Les murs fraîchement peints que j'avais ignorés pendant 8 ans. Les petites réparations que j'avais enfin réussi à faire une fois que j'avais arrêté de payer pour son style de vie. Jolie maison, marmonna-t-il. C'est ce qui arrive quand on dépense de l'argent pour soi au lieu de gens qui ne l'apprécient pas, dis-je en m'installant dans mon fauteuil inclinable. Un café ? Il secoua la tête et s'assit sur le bord de mon canapé comme un invité qui n'est pas sûr d'avoir sa place. Papa, commença-t-il, la voix lourde, je veux que tu saches à quel point je suis désolé. Pour Noël, pour l'article, pour la façon dont Claudia et moi t'avons traité. Continue. Je ne savais pas que Richard avait placé cette histoire. Je le jure. Il passa ses mains dans ses cheveux. Quand j'ai découvert. Mon Dieu, papa, les choses qu'ils ont dites sur toi, la façon dont ils ont parlé de notre famille, de maman. Ma mâchoire se serra, mais je gardai ma voix égale. Et qu'ont-ils dit sur ta mère ? Ses épaules s'affaissèrent. Qu'elle savait mieux rester à sa place que toi. Qu'elle comprenait les limites. Ils ne pouvaient pas me regarder. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû leur tenir tête il y a des années. Oui, dis-je simplement. Tu aurais dû. Le silence s'étira. Dehors, j'entendis un voisin tondre la pelouse. Le son d'une soirée ordinaire dans un quartier ordinaire. Le genre de vie où les fils n'exilent pas leur père des fêtes. La maison est en cours de saisie, admit finalement Daniel. Je sais. Nous ne pouvons pas faire les paiements sans. Il s'arrêta. Sans mon aide, terminai-je pour lui. Sans l'argent que j'ai saigné dans cette maison pendant que la famille de ta femme me traitait comme de la saleté. Il déglutit. Je sais comment ça paraît. Daniel. Je me penchai en avant jusqu'à ce qu'il croise mon regard. Sais-tu combien je t'ai donné en 5 ans ? Il hocha misérablement la tête. Claudia a fait le calcul après Noël. L'hypothèque, l'apport, tout. Plus de 200 000 $. 250 000 $, corrigez-je. Je connais le nombre exact parce que je me suis enfin forcé à faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. Le calcul. Son visage se décomposa. Papa, je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas le réparer, dis-je. Cet argent est parti. Mais pire encore, les années sont parties. Des années que nous aurions pu passer à construire une relation. Au lieu de cela, je finançais le fantasme de ta femme. Je sais, murmura-t-il. Puis, après une longue pause. Mais peut-être qu'on pourrait repartir de zéro. Trouver un moyen de revenir. Est-ce que tu me demandes de reprendre les paiements de l'hypothèque ? L'espoir s'évanouit de son visage. On va tout perdre, papa. La maison, le respect de Claudia, l'approbation de ses parents. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu trouveras une solution, dis-je. Pas cruellement, juste honnêtement. De la même manière que j'ai trouvé comment vivre sans un fils qui me respectait. De la même manière que j'ai appris à passer Noël seul pendant que tu riais avec des gens qui pensaient que j'étais indigne d'eux. Des larmes montèrent à ses yeux. Pas bruyantes, pas dramatiques. Des larmes silencieuses d'un homme qui n'avait plus de choix. Je t'ai perdu, n'est-ce pas ? Je les ai choisis plutôt que toi, et maintenant je t'ai perdu pour toujours. Je l'étudiai un long moment. C'était mon fils, le garçon que j'avais élevé, l'homme pour qui je m'étais sacrifié, qui avait laissé la famille de sa femme le convaincre que son père n'était pas digne de son propre sang. Non, Daniel, dis-je enfin. Tu ne m'as pas perdu. Tu m'as renié. Il y a une différence.
Il essuya son visage. Y a-t-il une chance, un moyen que tu puisses me pardonner? Je t'ai pardonné il y a des mois, dis-je, et je le pensais. Mais le pardon, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas reprendre les paiements. Ce n'est pas retourner aux miettes d'attention à la table de quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce que ça signifie? Je me levai et marchai jusqu'au manteau de la cheminée. La photo de Sophia me souriait, et à côté, une nouvelle photo. Moi à Pâques avec Rosa et sa famille. La première fête que j'avais passée avec des gens qui me voulaient vraiment là. Ça signifie que si tu veux une relation avec moi, tu commences de zéro. Ça signifie me montrer du respect, pas exiger que je le mérite. Ça signifie faire des choix parce qu'ils sont justes, pas parce qu'ils sont faciles. Et ça signifie que la prochaine fois que ta femme ou n'importe qui essaiera de m'exclure des réunions de famille, tu te souviendras de qui agit vraiment comme une famille. Il hocha lentement la tête, quelque chose changeant dans ses yeux. Peut-être que pour la première fois, il comprenait que le respect n'est pas hérité, il est choisi. La maison, demanda-t-il doucement, n'est plus mon problème. Je me rassis dans mon fauteuil, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Tu es un homme adulte, Daniel. Il est temps de commencer à agir comme tel. Trouve un travail qui paie vraiment tes factures. Vends la maison si tu le dois. Achète quelque chose que tu peux te permettre. Arrête d'attendre que d'autres personnes financent tes erreurs. Il se leva lentement, les épaules plus droites que lorsqu'il était arrivé. Pour la première fois de la soirée, il ressemblait moins à un garçon implorant d'être sauvé et plus à un homme faisant face à ses propres conséquences. Tu as raison, dit-il doucement. Surtout. Je sais. À la porte, il fit une pause. Papa, pour ce que ça vaut, quand tu t'es défendu au dîner de Noël, j'étais fier. Embarrassé et furieux, bien sûr, mais fier aussi. Bien, répondis-je. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Après son départ, je me versai un verre de bon whisky et sortis sur le porche arrière. Le printemps s'éveillait à Sacramento. Des bourgeons sur les arbres, l'air se réchauffant d'une nouvelle promesse. Dans 5 mois, j'aurai 64 ans. Sophia était partie depuis 8 ans. J'avais gaspillé 5 de ces années à me briser en deux pour des gens qui prenaient le sacrifice pour de la servitude. Plus maintenant. Mon téléphone vibra. Un texto de Rosa. Dîner dimanche. Les enfants veulent te montrer leur projet scolaire. Je souris en tapant ma réponse. Je ne manquerais ça pour rien au monde. La vraie famille, avais-je appris, n'est pas liée par le sang ou les noms de famille. Ce sont les gens qui vous veulent à leur table, pas ceux qui vous tolèrent en dépensant votre argent. Tout le reste, ces dîners, cette maison, leur statut social, n'avaient été que du théâtre coûteux, et j'en avais fini d'acheter des billets pour des pièces où je n'étais pas le bienvenu sur scène. Le whisky brûla chaudement sur ma langue. Ça avait le goût de la liberté. Et l'avenir semblait exactement aussi brillant que j'étais prêt à le rendre. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires.